Personne ne veut l'entendre, mais la plupart des gens vivent en défendant des croyances qui n'existent que pour ne pas ressentir d'inconfort. Nous nous entourons de justifications, d'excuses et de petits mensonges qui allègent le poids de l'incertitude et nous permettent de dormir tranquille, même si cela signifie trahir la clarté mentale. La vérité est que la plus grande bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais dans le mécanisme interne que nous utilisons pour déformer ce que nous ne voulons pas accepter. L'esprit humain est habile à déguiser la faiblesse en prudence, à transformer des désirs en certitude et à négocier avec la médiocrité en échange d'une paix momentanée. Mais cette paix est fragile. Il suffit d'un coup de réalité pour la briser et révéler la dette intérieure que nous accumulons en évitant l'honnêteté brutale. Si tu cherches une vie facile, ce n'est pas ici que tu dois venir. Ici, on ne vient pas chercher du réconfort, mais à entraîner l'esprit jusqu'à ce qu'il soit résistant à la manipulation, tant celle qui vient de l'extérieur que celle qui naît de soi-même. La discipline stoïque est l'outil, la lucidité est le résultat, et le prix est de renoncer aux masques confortables que nous utilisons pour être acceptés ou pour ne pas nous sentir vulnérables. Préférer la vérité, même si cela fait mal, observer nos émotions sans les déguiser, reconnaître l'intérêt personnel dans chaque interaction, c'est ce qui distingue ceux qui choisissent de vivre éveillés. Je ne te promets pas de confort, je t'offre de la clarté. Si tu choisis l'honnêteté, prépare-toi à porter le poids de voir le monde tel qu'il est, car la liberté mentale exige un sacrifice. 1. Remets en question tes croyances les plus confortables. Si tu n'as jamais mis en doute tes croyances les plus réconfortantes, tu vis toujours en mode automatique. Tu te cramponnes à ce qui te fait sentir en sécurité, même si c'est un mensonge utile. Mais la sécurité mentale est l'inertie de ceux qui ne veulent pas grandir. La plupart de ce que tu crois sur toi, sur les autres et sur le monde, tu ne l'as pas décidé. Tu l'as absorbé sans filtre, parce que c'était facile, parce que c'était confortable, parce que c'était ce que tout le monde répétait. Remettre en question ce qui te réconforte n'est pas un luxe intellectuel, c'est une exigence si tu veux cesser d'être faible et manipulable. Combien de ce que tu défends t'appartient vraiment et combien est un héritage émotionnel de tes parents, de tes professeurs, de tes amis, de ta peur du rejet? Il y a des gens qui passent des années à défendre des idées qu'ils n'ont jamais examinées, simplement parce qu'elles leur ont donné un sens provisoire d'identité. Et plus tu te cramponnes à ce que tu n'as jamais mis à l'épreuve, plus il est facile de te manipuler, plus tu es vulnérable à la pression sociale, plus tu deviens aveugle à tes propres erreurs. Ne te trompe pas, les croyances confortables sont des chaînes de velours, elles te font te sentir bien tout en te maintenant faible. L'auto-tromperie n'est pas une protection, c'est une dette mentale qui tôt ou tard te coûtera cher. Si tu veux une véritable clarté, commence par attaquer tout ce qui te procure un plaisir mental automatique. Cet avis que tu n'as jamais remis en question parce que c'est comme ça. Ce préjugé confortable qui t'excuse de changer. Cette histoire interne que tu utilises pour ne pas confronter tes faiblesses. La brutalité honnête commence ici. Ose dynamiter tes propres certitudes. Ce que tu résistes à examiner te contrôle. Ce que tu acceptes aveuglément te rend prévisible et manipulable pour quiconque comprend comment tu fonctionnes. Les gens forts ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui détruisent leurs illusions encore et encore, jusqu'à ne garder que ce qui résiste au choc de la réalité. Il n'y a pas de raccourci pour cela. Remettre en question ce qui te donne de la sécurité fait mal, mais cela fait encore plus mal de vivre toute sa vie sous le filtre d'un mensonge que tu as choisi de maintenir. Chaque fois que tu justifies ce que tu crois simplement parce que c'est toujours comme ça, tu renonces à ton autonomie mentale. Ne sois pas un autre répétiteur d'idées d'autrui, un autre prisonnier de la commodité intellectuelle. La véritable force commence là où se termine l'auto-indulgence. Il n'y a pas de clarté sans inconfort. Il n'y a pas de pouvoir sans brutalité honnête. Si tu n'oses pas démonter tes propres croyances confortables, tout le reste n'est que théâtre. Défendre tes limites mentales, c'est défendre ta faiblesse.
Ne négocie pas avec tes propres excuses. L'autosatisfaction est la racine de la médiocrité. 2. Choisis la vérité, même si cela dérange. Parfois, le moment le plus inconfortable de la journée se produit lors d'une conversation banale. Quelqu'un te demande ton avis sur un sujet polémique ou simplement te demande une faveur que tu ne veux pas faire. Et là, dans ces secondes, ton esprit commence à fabriquer des réponses qui ne sont pas tout à fait sincères. Tu ressens l'envie d'adoucir la vérité, de cacher ce que tu penses vraiment pour éviter le malaise, la dévalorisation ou le simple frottement. Tu t'entends dire que tout va bien, que ce n'est pas si grave, alors qu'à l'intérieur, tu ressens le poids de l'incongruité, cette petite trahison quotidienne à ce que tu sais ou ressens vraiment. Ce n'est pas un grand scandale, ce n'est pas un énorme mensonge, mais c'est l'accumulation de vérités à moitié qui affaiblit ton caractère, qui t'entraîne chaque jour à préférer le confort de ne pas déranger les autres, ou toi-même, plutôt que la clarté brutale de l'honnêteté. C'est dans ces moments simples, presque invisibles, que se définit ta tolérance à l'auto-tromperie. Accepter la vérité, même quand cela dérange, n'est pas un acte héroïque réservé aux situations extrêmes. C'est une pratique quotidienne, presque toujours silencieuse, qui commence dans le dialogue interne plutôt que dans le débat avec les autres. Tu peux sentir comment ton esprit cherche des excuses, rationalise, s'accroche à des justifications pour ne pas faire face à ce qui te semble amer ou douloureux. La tentation de te distraire, de procrastiner, de regarder ailleurs, est un signe que c'est là où tu dois regarder plus intensément. La vérité ne te fait pas toujours sentir bien, mais elle te laisse toujours plus léger. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui est, même si cela fait mal, tu renforces ce muscle mental qui te rend résistant à la manipulation, à la peur et à la médiocrité. Il ne s'agit pas de dire tout ce que tu penses sans filtre, mais de cesser de te mentir sur tes raisons, tes limites et tes désirs. La plupart des gens préfèrent la version édulcorée de leur propre histoire. Ils adoucissent leurs erreurs, minimisent leurs faiblesses, exagèrent les fautes des autres pour pouvoir dormir tranquille. Mais ce sommeil est fragile et coûteux. La vérité inconfortable est le prix d'une autonomie réelle. Si tu fuis la vérité pour protéger ton ego, tu paies avec l'intérêt de l'anxiété, de l'insécurité et du mépris de soi déguisé en prudence. La vie ne récompense pas celui qui se ment bien, mais celui qui se confronte à lui-même sans anesthésie. Il n'y a pas de croissance sans friction interne. Il n'y a pas de liberté sans le courage de reconnaître ce que tu évites de regarder. La vérité que tu ne veux pas entendre est celle dont tu as le plus besoin d'écouter. C'est l'une de ces phrases que tu dois te rappeler. La vérité dérange, mais elle te libère. Si chaque jour tu choisis la vérité, même si cela dérange, tu deviens maître de ton esprit et architecte de ton destin. 3. Observe tes émotions avant de décider. Je reconnais que la plupart de mes pires décisions ne sont pas nées d'arguments erronés, mais d'émotions mal gérées. Ce n'est pas le manque de logique qui m'a poussé à agir impulsivement, ni l'absence d'information qui m'a conduit à dire des choses dont je me suis ensuite repenti. C'était ce moment précis où l'anxiété, la colère ou la peur ont pris le contrôle et m'ont convaincu que je devais faire quelque chose tout de suite, comme si l'urgence émotionnelle justifiait n'importe quelle action. C'est inconfortable de l'admettre, car nous aimons tous croire que nous sommes des êtres rationnels, que nos choix obéissent à la logique ou à l'analyse. Mais la réalité est moins flatteuse. L'émotion arrive toujours en premier et ne demande presque jamais la permission. L'esprit réagit d'abord et pose des questions ensuite. Si tu n'es pas conscient de ce que tu ressens juste avant de décider, tu es esclave de ta réaction automatique, même si tu la déguises en raisonnement. La plupart des gens n'observent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils identifient le dégoût, la frustration ou l'impatience seulement lorsqu'ils se sont déjà manifestés en mots, gestes ou décisions difficiles à inverser. C'est un mécanisme presque invisible, mais dévastateur. L'émotion non reconnue est comme un filtre sale. Elle déforme ce que tu perçois, ce que tu te souviens et ce que tu crois être urgent.
Et si tu ne stoppes pas ce processus pour l'examiner, ce que tu décides dans cet état est souvent coûteux, inutile ou simplement stupide. C'est pourquoi le premier acte d'honnêteté brutale envers soi-même est de s'arrêter avant de répondre, avant d'accepter, avant de confronter. Faire une pause, même de quelques secondes, pour te demander « Que ressens-je vraiment ?» Pas pour le justifier, mais pour l'identifier et décider s'il mérite d'avoir le contrôle de ta prochaine action. Si tu n'observes pas ton émotion, l'émotion décide pour toi. C'est la mécanique de base de l'auto-tromperie. Quand l'émotion te pousse, tu construis des arguments à son service et transformes l'illusion en justification. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, ni de forcer une froideur artificielle. Il s'agit de développer une sorte de radar interne qui détecte le mouvement émotionnel avant qu'il ne se transforme en impulsion. S'entraîner à cela est inconfortable car cela implique d'admettre que tu n'as pas toujours le contrôle, que souvent tes réponses sont enfantines, défensives ou simplement maladroites. Mais cet inconfort est le prix de la clarté. La réaction facile est toujours la plus coûteuse à long terme. Lorsque tu apprends à regarder ton émotion en face, à lui donner un nom avant d'agir, tu te donnes un avantage stratégique sur toi-même. Tu peux décider, pas seulement réagir. Le pouvoir personnel commence là où l'impulsivité s'arrête. Les émotions ne se choisissent pas, mais ce que tu en fais, oui. Si tu veux être mentalement fort, c'est l'un des habitudes les plus critiques. Personne ne se manipule plus que celui qui ignore ses propres émotions au moment de décider. Observe d'abord, décide ensuite. C'est la différence entre être maître de ta vie ou simplement un acteur secondaire dans ta propre histoire. 4. Reconnaître l'intérêt personnel chez tous. Une transaction invisible se produit chaque fois que quelqu'un te sourit gentiment tout en te demandant une faveur. Ce petit clignement des yeux, le ton exact avec lequel il prononce ton nom, la manière dont la voix s'adoucit lorsqu'il s'approche d'une demande. Tout ce théâtre subtil est conçu, consciemment ou non, pour pencher la balance en leur faveur. L'intérêt personnel ne crie pas toujours. Il chuchote souvent, tout en ajustant les pièces du plateau. Il suffit d'observer une conversation dans n'importe quel bureau, un repas de famille, même un rendez-vous informel. Les gestes, les pauses, les silences stratégiques, les compliments qui apparaissent juste avant une demande. Personne ne joue en blanc, personne ne parle sans agenda. La plupart des gens n'admettent même pas cela devant eux-mêmes, mais chaque mouvement, aussi inoffensif qu'il puisse paraître, est un investissement émotionnel, un pari pour obtenir quelque chose, grand ou petit, immédiat ou à long terme. Voir cela n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. L'innocence coûte cher, car elle te place comme une pièce sur le plateau des autres. Croire en la pureté absolue des motivations d'autrui, c'est laisser la porte ouverte à la déception et à la manipulation. L'intérêt personnel est le lubrifiant de toute interaction sociale. Il se manifeste dans la manière dont quelqu'un écoute uniquement pour répondre, dans la promesse faite pour te calmer, dans l'aide offerte avec le calcul d'une dette future. Il y a ceux qui vivent en demandant de la compréhension, mais n'offrent jamais la leur lorsque cela ne leur convient plus. D'autres louent tes réalisations pour que tu prêtes attention aux leurs. Chaque geste, chaque mot, chaque omission façonne une relation de force, même si personne ne l'avoue à haute voix. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ni de rejeter toute manifestation d'affection, mais d'entraîner l'œil intérieur à détecter les motivations réelles derrière les apparences. L'honnêteté brutale, ici, signifie accepter que tu joues aussi ce jeu, que dans chaque interaction, tu cherches quelque chose, même si c'est de l'approbation, du confort ou simplement de la paix. Nier l'intérêt personnel est l'excuse préférée des manipulateurs et le prétexte des naïfs. La différence entre vivre éveillé ou être utilisé réside dans le développement de cette lucidité froide qui observe le fond de chaque dynamique. Tout le monde défend son agenda, même quand il dit ne pas en avoir. Cette phrase, tu dois te la rappeler avant de faire confiance aveuglément à une promesse, une émotion, une histoire. L'entraînement commence dans le quotidien.
Observe comment tu réagis quand on te demande une faveur, comment tu changes de ton si tu as besoin de quelque chose, comment tu ajustes le récit lorsque tes intérêts sont en jeu. Cette conscience te vaccine contre la manipulation, qu'elle soit propre ou étrangère. Voir l'intérêt personnel n'est pas perdre son humanité, c'est gagner du pouvoir. Celui qui reconnaît les rouages derrière le théâtre social cesse d'être une marionnette. L'intérêt fait tourner le monde, et seuls les naïfs l'ignorent. Phrase emblématique. L'innocence est la faiblesse la plus coûteuse que tu puisses te permettre. 5. Ne négocie pas avec ton auto-tromperie. Il n'y a pas d'accord possible avec ta propre mensonge. L'auto-tromperie est le piège le plus sophistiqué que tu puisses te construire. Elle agit comme un contrat silencieux dans lequel tu te promets de ne pas regarder ce qui te dérange en échange d'un peu de soulagement immédiat. Mais ce soulagement est un poison déguisé en trêve, et chaque fois que tu choisis de ne pas voir, tu ne te contentes pas de te fragiliser, tu te trahis. Ne négocie pas avec tes excuses, ne cherche pas à justifier cette voix intérieure qui te dit que tu l'affronteras plus tard, que ce n'est pas si grave, que tout le monde le fait. Cette voix est l'usine de la médiocrité et du sabotage personnel, celle qui te maintient attaché à des schémas que tu devrais déjà avoir détruits. L'auto-tromperie n'est pas innocente. C'est un mécanisme de défense qui, à chaque répétition, érode ta crédibilité interne. Et si tu ne peux pas faire confiance à ton propre jugement, tout le reste devient un théâtre creux. La brutalité honnête ne tolère pas de pacte avec ta fragilité. Si une partie de toi justifie ce que tu sais être une fuite, un mensonge pieux envers toi-même, c'est là que ta discipline mentale doit être la plus féroce. Le prix de négocier avec ta propre auto-tromperie est toujours plus élevé que le bénéfice temporaire qu'elle t'offre. Chaque fois que tu te permets de rationaliser une décision faible, chaque fois que tu inventes une histoire pour ne pas accepter tes véritables limites, tu hypothèques ton avenir en échange d'un confort immédiat. Il n'y a rien de plus coûteux que de vivre de nombreuses années sous le poids de tes propres justifications. L'esprit s'entraîne aussi à cela. Chaque fois que tu cèdes, tu facilites le prochain recul. Chaque fois que tu choisis de ne pas confronter ton propre récit, ce mécanisme se renforce. Et ainsi, un jour, tu te réveilles et découvres que ta vie n'a pas été choisie par toi, mais par tes évasions accumulées. Ligne emblématique. L'auto-tromperie est une dette qui se rembourse toujours avec des intérêts. Les gens forts ne se donnent pas la permission de se mentir. La force mentale n'est pas l'absence d'erreur, mais la discipline quotidienne de ne pas tolérer ta propre lâcheté. Peu importe si la vérité est dure, inconfortable ou te laisse sans excuse, c'est seulement à partir de là que tu peux construire quelque chose de solide, quelque chose que personne ni rien ne peut renverser avec des mots ou des pressions extérieures. La vérité est simple. Personne ne te manipulera aussi efficacement que toi-même lorsque tu te permets de négocier avec ce que tu sais être faux. C'est le mécanisme le plus dangereux de tous, car il opère de l'intérieur, sans témoin, sans frein. Sois implacable avec tes propres récits. Si tu dois choisir entre l'inconfort brutal de la vérité et le confort de ton auto-tromperie, choisis toujours le premier. Le confort mental est la prison de ceux qui n'osent jamais perdre. Ligne emblématique à graver dans ta mémoire. Ne négocie pas ta clarté pour une paix momentanée. Ne te permets pas d'être ton propre ennemi. Si tu veux vivre éveillé, la discipline commence à la frontière exacte où ton esprit t'offre un soulagement facile. C'est là que se forme la véritable force, dans le renoncement radical à tout accord avec ta propre mensonge. 6. Accepte l'envie comme partie du succès. Si tu avances sérieusement, l'envie sera le prix inévitable. Ce n'est pas une possibilité, c'est un péage fixe. La réaction automatique de ceux qui t'entourent, en voyant que tu progresses, que tu te distingues, que tu oses atteindre ce qu'ils ne se permettent que de désirer en secret, et de ressentir cette piqûre inconfortable qu'ils ne confessent même pas à eux-mêmes. Personne ne te le dit en face, mais tu le perçois dans les commentaires déguisés en conseils.
dans l'indifférence soudaine, dans la critique camouflée sous le prétexte de la préoccupation. C'est une forme de résistance passive au succès des autres, un mécanisme ancestral qui essaie de te ramener à l'endroit où tu étais moins inconfortable pour leur propre médiocrité. L'esprit humain est entraîné à comparer, et lorsque l'avancée d'un autre expose ce que l'on n'a pas osé tenter, la réaction la plus courante n'est pas la célébration, mais le ressentiment silencieux. L'envie ne demande pas la permission ni ne prévient. Elle apparaît comme un jugement, une blague acide, un silence quand tu t'attendais le plus à du soutien. Et si tu n'es pas préparé à la reconnaître comme une partie naturelle du processus, tu peux tomber dans le piège de te freiner ou d'essayer de plaire à ceux qui ont déjà décidé de ne pas tolérer ta croissance. Accepter l'envie comme partie du succès implique d'abandonner la naïveté de croire que les réalisations personnelles n'apporteront que de l'admiration ou du respect. La reconnaissance authentique est rare. Ce qui abonde, c'est le calcul interne de ceux qui se sentent menacés dans leur propre image en te voyant avancer. Ici, un conflit émotionnel profond se déclenche. Une partie de toi veut partager tes avancées, mais une autre ressent le poids possible de la désapprobation ou du rejet. Si tu ne formes pas ton esprit à supporter ce désenchantement, tu peux finir par saboter ton progrès juste pour ne pas gêner les autres. C'est une forme d'auto-tromperie plus subtile, où tu sacrifies ton potentiel en échange d'appartenance ou d'acceptation sociale. Mais ce pacte est une défaite silencieuse. Tu dois décider si tu préfères grandir ou être aimé par ceux qui ne te soutiennent que lorsque tu ne représentes pas une menace pour leur confort mental. L'honnêteté brutale exige de regarder la réalité en face. Le succès révèle la véritable relation des autres avec toi, et souvent, il expose aussi tes propres insécurités. Ce n'est pas facile de supporter les regards qui ne célèbrent pas, les mots qui minimisent, la distance qui grandit au fur et à mesure que tu te distingues. Mais c'est le filtre naturel. Ceux qui ne se réjouissent pas de ton avancement étaient là seulement tant que tu étais inoffensif. L'envie est le thermomètre de ton progrès. Si personne ne la ressent, tu n'as probablement rien fait de pertinent. Ligne emblématique. Le prix du succès est de supporter l'inconfort des autres. Tu n'as pas à lutter contre l'envie ni à chercher des explications. Reconnais-le simplement et continue. La véritable croissance n'a pas besoin de permission ni d'applaudissements. Si tu laisses la réaction des autres réguler ton avancement, tu te condamnes à la médiocrité consensuelle. La discipline mentale ici est de ne pas demander d'approbation pour te surpasser. Choisis le poids du succès, avec tout ce qu'il apporte, plutôt que le réconfort d'être invisible. 7. Analyse des faits, pas des promesses. Tu vas à un entretien d'embauche et après une demi-heure de sourires, de phrases toutes faites et de promesses de croissance professionnelle, tu sors avec le doute inconfortable de savoir si tout cela signifie quelque chose de réel ou si ce n'était qu'un discours bien rodé. Au fond, tu sais que cette situation se répète dans de nombreux autres contextes. Un couple promet de changer, un ami assure qu'il sera là quand tu en auras besoin, un patron te jure que le mois prochain, il y aura reconnaissance ou augmentation. Mais si tu regardes ton historique, pas ce qu'on t'a dit, mais ce qui s'est effectivement passé, le schéma est clair. La plupart des déceptions naissent de la confiance accordée à de belles paroles plutôt qu'à l'examen de l'historique des faits. L'esprit veut s'accrocher aux promesses car c'est plus réconfortant que de regarder la froide réalité. L'auto-tromperie se nourrit de futurs possibles, jamais de passé vérifiable. C'est ici qu'intervient la discipline brutale. Si tu veux cesser d'être manipulable, tu dois entraîner ton regard à analyser des faits, pas des promesses. C'est la ligne de démarcation entre l'innocence et la clarté. Le mécanisme mental qui nous rend vulnérables est le même. Nous préférons la narration qui nous arrange à la réalité qui dérange. Analyser des faits exige une froideur qui blesse l'ego, car cela révèle souvent que les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être, que toi-même tu as retardé des changements que tu juras de commencer, que tes relations, ton travail ou tes habitudes
ne s'améliore pas grâce aux promesses, mais grâce à la répétition d'actions concrètes. Quand une personne te montre par son comportement ce qu'elle priorise réellement, c'est cela le fait, même si cela fait mal. Une promesse sans fait qui la soutienne n'est qu'une dette émotionnelle qui ne sera probablement jamais remboursée. L'entraînement stoïque consiste à regarder le bilan réel que cette personne ou toi-même a-t-elle fait quand personne ne regardait, quand il n'y avait pas de pression sociale? Cela pèse plus que n'importe quel mot ou serment. L'erreur classique est de donner plus de valeur à l'espoir qu'à l'expérience. Il est plus facile de croire en ce que tu aimerais qu'il se passe et de retarder la déception que d'accepter la dureté de ce qui s'est déjà produit. C'est la racine de nombreuses relations toxiques, d'associations professionnelles ratées et de projets qui ne décollent jamais. L'attachement à une version idéalisée, soutenue par des promesses, tandis que les faits vont dans une autre direction. Le pouvoir personnel commence lorsque tu cesses d'acheter des discours et que tu deviens auditeur de la réalité. Les preuves pèsent plus que l'intention. C'est une règle qui protège de la manipulation et de l'auto-illusion. Chaque fois que tu te surprends à justifier quelqu'un ou toi-même pour ce qu'il fera sûrement, arrête-toi et examine l'historique des faits. C'est la seule base réelle pour faire confiance, décider ou investir de l'énergie. Ce qui se répète est ce qui compte. La brutalité honnête est ceci. Ne crois pas aux promesses, fais confiance au schéma. Si tu appliques cette discipline, tu t'épargneras des années de déception et tes décisions cesseront d'être des paris aveugles. La maturité émotionnelle se mesure par la capacité à regarder les faits, même s'ils dérangent. Tout le reste n'est que théâtre. 8. Cherche la difficulté, pas le confort. Je n'aime pas l'admettre, mais parfois je me surprends à chercher le chemin le plus facile, presque sans m'en rendre compte. C'est comme si le corps lui-même, à la fin de la journée, cherchait le canapé, le téléphone, cette routine de gratification prévisible qui anesthésie tout inconfort. Il y a un moment où l'esprit commence à négocier. Aujourd'hui a été difficile, tu mérites un repos, tu n'as pas à te compliquer la vie, tu as déjà fait assez. Je me vois choisir la file la plus courte, reporter cette conversation gênante, laisser pour demain le défi que j'ai la paresse d'affronter. Le corps se détend, les muscles se relâchent, le regard se perd dans l'écran et pendant un instant, le soulagement est réel. Mais sous cette surface, je sens le coup, une sorte de poids subtil qui s'accumule, une torpeur mentale qui s'installe et qui, au final, me laisse plus faible, moins résistant, moins préparé pour quand la vie ne me demandera pas si j'en ai envie ou non. Le confort est trompeur car il se déguise en auto-soin, mais en réalité, c'est une dette qui s'accumule jour après jour. La difficulté, en revanche, se sent comme un obstacle, un mur froid devant lequel l'instinct veut reculer. Mais il suffit de se rappeler n'importe quel moment où tu t'es forcé à traverser l'inconfort. Cette conversation directe, cette tâche que tu ne maîtrisais pas, cet entraînement qui faisait mal pour noter la différence réelle. L'inconfort forge, le confort érode. Celui qui choisit le chemin difficile, sans témoin, sans promesse de récompense immédiate, entraîne un muscle invisible. Et ce muscle est celui qui soutient ton intégrité quand tout autour de toi se retourne contre toi. Dans les gestes quotidiens se révèle le vrai caractère. Se lever quand il fait encore sombre et froid. Dire ce que tu penses, même si tu sais que cela ne plaira pas. Renoncer à la gratification instantanée, même si cela te coûte de supporter le vide. Cela se voit dans la façon dont tu affrontes les jours où rien ne se passe facilement. Dans la manière dont tu soutiens le regard quand on te demande plus que ce que tu crois pouvoir donner. La difficulté expose ta fragilité, mais elle te donne aussi l'opportunité de te durcir, de transformer la résistance en capacité. Le confort, en revanche, ne t'entraîne que pour la faiblesse. Il t'habitue à fuir, à négocier toujours à la baisse, à te contenter du minimum. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance par fierté ou de transformer la vie en un sacrifice permanent, mais de faire de la difficulté un allié stratégique.
Choisis volontairement ce qui te met au défi. Fais-le dans les petites choses et dans les grandes, chaque jour. C'est la seule façon pour que l'adversité, quand elle arrivera vraiment, ne te prenne pas par surprise, ni ne te détruise. Ligne emblématique. Le confort est un luxe qui affaiblit. La difficulté est l'entraînement de l'esprit fort. Si tu veux grandir, cherche ce qui te coûte, pas ce qui te rassure. Là, juste là, commence la véritable autonomie. 9. Filtre le trivial, souviens-toi de ta finitude. L'esprit ressemble à une boîte aux lettres saturées que tu ne nettoies jamais. Chaque jour, des messages urgents et des déchets déguisés en importance arrivent. Des notifications émotionnelles et des demandes d'autrui s'accumulent dans ta tête comme si ton temps était infini. Mais ce n'est pas le cas. Et si tu ne filtres pas brutalement ce que tu permets d'occuper ton esprit, tu finis par gaspiller tes heures, ton énergie et ta vie à répondre à ce qui est trivial, tandis que l'essentiel attend dans le dossier plus tard. C'est le piège silencieux qui te maintient distrait. Donner de l'importance à ce qui n'en a pas, remettre à plus tard ce qui compte parce que cela nécessite des efforts, et anesthésier la conscience de ta finitude avec des divertissements de basse qualité et des problèmes empruntés. Tu n'es pas éternel, et agir comme si tu l'étais est le plus grand des auto-illusions. La plupart vivent comme si un autre jour, une autre opportunité, une autre année leur était garantie pour faire ce qui compte vraiment. Mais le temps que tu perds dans l'irrélevant ne revient pas. C'est une amputation lente et consentie de ton propre potentiel. Chaque fois que tu te laisses entraîner par l'exigence d'autrui, chaque fois que tu investis ton attention dans des drames étrangers, des opinions vides ou des débats inutiles, tu gaspilles la seule monnaie que tu ne récupères jamais, ta vie. Ne te laisse pas distraire par ce qui n'apporte rien. Celui qui n'apprend pas à dire non au superflu finit par être esclave d'un agenda imposé, victime de demandes que d'autres ne se rappelleront même pas demain. La discipline brutale consiste à faire le ménage mental chaque jour. Demande-toi sans pitié, est-ce que cela mérite mon temps ou cela ne fait que prendre de la place? L'insignifiant est l'ennemi silencieux de ton but. Tu n'as pas besoin de plus d'activité, tu as besoin de plus de clarté. La plupart feignent d'être occupés pour ne pas affronter l'inconfort de choisir ce qui compte vraiment. Mais chaque choix lâche est un pas de plus vers l'irrélevance. Chaque distraction consentie est une confession de faiblesse. N'attends pas que la vie te secoue avec une tragédie pour te rappeler que tu es fini. La conscience de la mort n'est pas un luxe philosophique, c'est une alarme quotidienne. Si tu ne l'écoutes pas, tu deviens un accumulateur de trivialités. Quelqu'un qui collectionne des jours vides et s'étonne lorsque le temps s'épuise. Filtre ton esprit comme tu filtres ton environnement. Élimine les déchets, priorise l'essentiel, réévalue tes priorités comme si demain n'existait pas. Tu n'as pas de temps pour ce qui n'importe pas. C'est la phrase qui devrait être tatouée au fond de ta pensée. Arrête de négocier ta vie pour des miettes de reconnaissance, pour l'illusion de la pertinence, pour le confort de ce qui est familier. Si tu ne filtres pas, tu te noies. Si tu oublies que tu es fini, tu vis comme un touriste dans ta propre existence, prenant des photos mais sans laisser de traces. Choisis ce qui compte. Tout le reste est un fardeau. 10. Engage-toi à la clarté quotidienne. La clarté n'est pas spontanée, elle se construit ou la confusion te détruit. L'engagement envers la lucidité quotidienne n'est pas un acte occasionnel, c'est une loyauté interne qu'il faut renouveler consciemment. Personne ne développe une vision claire de soi par accident. L'esprit tend toujours vers la distorsion, la justification et la paresse perceptive. Il est facile de se laisser entraîner par des interprétations confortables, par des récits qui t'absolvent de tes omissions et te permettent de vivre en pilote automatique. Mais la clarté exige quelque chose de différent. Une vigilance continue sur tes propres processus mentaux. C'est la discipline de saisir au vol les auto-illusions qui apparaissent déguisées en logique, de filtrer les émotions qui s'infiltrent dans chaque décision, d'observer la tendance à simplifier le complexe juste pour ne pas te sentir mal à l'aise.
La clarté est un filtre que tu dois nettoyer tous les jours, car l'esprit accumule des résidus de doutes, de préjugés et de désirs non examinés qui, si tu ne les affrontes pas, deviennent le schéma par défaut. Tu ne peux pas avoir de clarté réelle sans inconfort. Chaque affirmation interne, chaque réaction émotionnelle, chaque argument que tu construis dans ta tête doit passer par l'examen de l'honnêteté. Le mécanisme est simple mais brutal. Tu mets sur la table ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Et tu te demandes si tout cela résiste au poids de la vérité ou si tu es juste en train de fabriquer une histoire pour te sentir bien. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais d'éviter le piège de l'auto-indulgence. L'engagement envers la clarté est inconfortable, car cela signifie reconnaître chaque jour où tu te mens, quelles excuses tu répètes, à quel point tu préfères la version confortable plutôt que les faits inconfortables. Cet inconfort est le signe que tu es en train de nettoyer la lentille interne, que tu refuses de devenir l'otage de tes propres illusions. Dans le quotidien, la clarté s'entraîne dans les petites choses, en questionnant la motivation derrière tes décisions, en révisant les schémas que tu répètes sans réfléchir, en prêtant attention aux réactions automatiques que tu justifies avec des arguments jolis mais creux. Chaque jour, tu ajoutes ou retires de la lucidité. Il n'y a pas de neutralité. La discipline est simple à énoncer mais lourde à soutenir. Chaque matin, tu choisis si tu t'engages à voir ce qui est, même si cela ne te plaît pas, ou si tu préfères la paix superficielle de ne pas regarder trop profondément. La clarté est un devoir, pas un luxe. C'est la base de l'autonomie mentale et de la véritable force. Ligne iconique, la clarté et la discipline de ne pas te trahir au quotidien. Si tu choisis de t'engager envers elle, tout le reste, décisions, relations, réactions, devient plus gérable, plus réel et moins manipulé parce que tu ne veux pas voir. La vie te coûte cher pour toute distraction volontaire. Chaque jour sans clarté est un jour de plus facile à perdre. Engage-toi sans excuse à nettoyer ta vision avant que la confusion ne décide pour toi. Personne ne te prépare au véritable coup de s'accrocher à quelqu'un qui n'est plus là ou qui, même s'il est là, n'a plus sa place dans ta vie. L'accepter est brutal. L'attachement n'est pas seulement à une personne, mais à tout ce que tu as construit autour d'elle. Il ne s'agit pas seulement de manquer une voix ou une présence, mais de faire face à la fracture des habitudes, de la routine, du sens que tu as donné à ton quotidien. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta paix dépendre du souvenir de quelqu'un d'autre? Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid, ni de nier ta douleur. Il exige une honnêteté radicale, la discipline de regarder en face ce qui est inconfortable, et la détermination de lâcher prise sur ce que tu ne peux plus contrôler. La souffrance se nourrit d'interprétations, pas de faits. Notre erreur est de croire que l'attachement est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est une addiction à la signification que nous avons donnée à une histoire qui n'existe plus. Récupérer le contrôle nécessite une décision, pas de la résignation. Il ne suffit pas de se distraire ou d'ignorer le vide. Il faut identifier ce qui l'alimente, démonter les mécanismes mentaux qui le perpétuent et reconstruire son identité loin de toute dépendance émotionnelle. Chaque jour que tu retardes le détachement, tu sacrifies ton autonomie. Je ne te le dis pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour te rappeler, personne ne va te sauver de ce cycle, sauf toi. Si tu cherches le respect de soi, commence par ne pas le mendier là où il n'y a plus de réciprocité. Lâcher prise est une discipline, pas une renonciation. Si tu veux cesser d'être l'otage de tes émotions, c'est le premier véritable pas à faire. 1. Distingue entre personne et attente personnelle. La vérité est la suivante. Ce qui te lie le plus n'est pas la personne, mais les attentes que tu as fabriquées à son sujet. Que cela te fasse mal ou non, la majeure partie de la souffrance que tu ressens en essayant de laisser quelqu'un derrière toi n'est pas due à ce qu'il ou elle était, mais à ce que tu croyais qu'il ou elle pourrait être. Il est confortable de blâmer l'autre pour toute la douleur, mais c'est une échappatoire facile. Le véritable attachement naît du film mental que tu as projeté encore et encore, celui que tu as monté à ta façon,
ignorant les signaux et façonnant une personne réelle pour qu'elle s'inscrive dans ton scénario. Maintenant, quand il est temps de lâcher prise, tu réalises que tu ne perds pas seulement quelqu'un. Ce qui te terrifie le plus de perdre, ce sont les idées, les projets et les futurs imaginés. C'est le piège. Accroche-toi à un mensonge et tu souffriras chaque fois que la réalité te le détruira. Arrête d'idéaliser. Ose voir l'autre personne telle qu'elle est, pas comme tu veux qu'elle soit, ni comme tu as besoin qu'elle soit pour ne pas te sentir vide. C'est la fracture la plus difficile à accepter. Ta douleur est proportionnelle au poids de tes propres attentes, pas à la valeur réelle de l'autre. Le stoïcisme le dit clairement. La douleur est ce qui se passe. La souffrance est ce que tu interprètes. Demande-toi sérieusement, quelle partie de ton attachement est pour la personne et quelle partie est pour ce que tu espérais qu'elle remplisse en toi. Si tu n'as pas le courage de te répondre sans auto-illusion, tu vas rester bloqué dans le même cycle encore et encore. Le détachement commence le jour où tu sépares avec une brutalité honnête les faits de tes fantasmes. Ne continue pas à renforcer une dette émotionnelle qui ne sera jamais remboursée. S'accrocher à des attentes non réalisées, c'est comme investir dans un compte qui ne génère que des pertes. Chaque jour que tu passes à penser à ce que cela aurait dû être, est un autre jour où tu perds le contrôle sur toi-même. Le détachement, du point de vue stoïque, n'est pas devenir de pierre ni cesser de ressentir, mais cesser de se mentir. C'est cesser d'exiger à la réalité qu'elle respecte tes scénarios internes. Vas-tu continuer à nier que tu as toi-même alimenté ce monstre d'attente? Si tu veux vraiment la paix intérieure, tu dois l'éradiquer à la racine. Ne te cache pas derrière le déguisement du « c'est qu'il ou elle m'a fait du mal », car dans la plupart des cas, ce qui te détruit le plus, c'est le fossé entre tes désirs et la réalité. Il est temps d'y faire face. Tant que tu continues à mélanger la personne réelle avec la version idéalisée que tu as inventée, il n'y a pas de sortie possible. Tu dois démonter cette construction mentale, brique par brique. Observe les mécanismes que tu utilises pour justifier ton attachement. Chaque excuse est une fuite d'énergie. Chaque auto-illusion est un fardeau supplémentaire que tu choisis de porter. Le premier pas pour laisser aller est de séparer au scalpel la personne des attentes. Tu ne dois pas fidélité à une illusion, tu dois loyauté à ta propre clarté. Chaque fois que tu revives ce qui aurait pu être, tu t'enchaînes un peu plus. Ne te détruis pas en t'accrochant à une image qui n'existe que dans ta tête. Choisis de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme cela t'arrange pour te sentir moins seul. C'est ainsi que tu reprends le contrôle, démasque tes attentes, accepte-les comme les tiennes et laisse-les partir. Ne blâme pas l'autre pour ne pas avoir rempli ce que tu as seulement imaginé. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec l'impossible. La liberté commence là où se terminent tes illusions. 2. Réinterprète la signification de ta souffrance. Tu te réveilles un matin comme un autre et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Voilà, encore une fois, cette photo, ce vieux message, cet élan presque automatique de chercher des signes là où il n'y a plus rien. Le café a le même goût, le monde continue sa marche, mais tu répètes mentalement encore et encore la même scène, comme si revivre la douleur était la seule façon de ne pas te sentir perdu. Et pourtant, rien ne change. Tu te demandes, même si tu ne le dis pas à voix haute, pourquoi ce malaise ne s'en va-t-il pas? La réponse n'est pas à l'extérieur, ni dans l'absence de l'autre, ni dans la routine qui semble maintenant vide. La souffrance a des racines plus profondes, et la clé réside dans la façon dont tu l'interprètes, pas dans ce qui t'arrive. L'attachement affecte la façon dont tu construis du sens. Tu as transformé la douleur en une sorte d'identité provisoire. Tu l'utilises comme justification, comme refuge ou comme rappel que quelque chose d'important est parti. Au fond, il y a un piège mental. Tu as tendance à interpréter la souffrance comme un signe que tu as perdu quelque chose d'irremplaçable, comme si ton bien-être dépendait de ce qui n'est plus là. Mais le stoïcisme t'oblige à regarder au-delà de la surface. La douleur est inévitable,
mais la souffrance est négociable. C'est ici que tu dois faire le travail difficile de réinterpréter ce qui t'arrive. Tu n'es pas la victime d'un destin cruel. Tu es, en grande partie, le narrateur de ta propre histoire. Et la signification que tu donnes à ce qui s'est passé détermine si tu restes piégé ou si tu commences à lâcher prise. Examine honnêtement ce mécanisme. Quand tu penses à l'autre personne, tu ne te souviens pas seulement des faits, mais tu les filtres à travers tes croyances. Cela n'aurait pas dû se terminer ainsi. Je méritais plus. Si j'avais fait telle chose, je ne serais pas seul. Ces pensées sont la colle qui maintient la souffrance en vie. L'esprit fabrique des histoires pour donner un sens à la perte, mais souvent ces histoires n'augmentent que le poids que tu portes. Si chaque fois que tu ressens un malaise, tu le traduis en un drame personnel, tu te condamnes à vivre enchaîné à une douleur qui pourrait se transformer en autre chose. Voici la ligne emblématique. La souffrance est le sens que tu choisis de cultiver. La pratique stoïque ne te demande pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'observer l'interprétation que tu construis sur chaque émotion. Ce n'est pas la même chose de dire « cela me fait mal » que « cela me détruit ». Ce n'est pas identique d'affirmer « cela ne devrait pas m'arriver » que d'accepter « cela fait partie de mon chemin ». Plus tu prends rapidement conscience de la différence, plus tu pourras commencer à lâcher prise rapidement. La souffrance, quand tu ne la remets pas en question, devient une habitude mentale qui contamine chaque nouvelle pensée. Chaque fois que tu répètes l'histoire du « pourquoi moi ?», tu renforces la croyance que tu as besoin de ce lien pour te sentir complet. Et c'est le point de rupture. Tant que tu ne changes pas le sens que tu donnes à ce que tu as perdu, aucune technique de détachement ne fonctionnera. Observe ce qui se passe en toi lorsque la douleur apparaît. Utilises-tu ce malaise pour justifier de vieux schémas? En fais-tu une excuse pour éviter d'avancer? Il y a un moment où tu dois décider si tu vas continuer à alimenter la narration de la souffrance ou si tu vas commencer à te demander ce que tu peux apprendre de cette fracture. La réinterprétation n'est pas de nier ce qui s'est passé, c'est de changer de focus, de la perte à la croissance, de la nostalgie à la compréhension de soi. La douleur te montre où se trouvent tes attachements les plus profonds, mais la souffrance ne sert que si tu l'utilises comme un miroir, pas comme une condamnation. Deuxième ligne emblématique, choisis d'être apprenant, pas prisonnier de ton histoire. Dans ce processus, le pouvoir est entre tes mains. Tu peux rester à tourner en rond sur ce qui te manque, ou tu peux utiliser chaque douleur comme un rappel que tu as la capacité de redéfinir ton expérience. Ce n'est pas facile, ni rapide, mais plus tôt tu transformeras le sens de ta souffrance. Plus vite, tu retrouveras la liberté intérieure que tu croyais perdue. 3. Identifie les habitudes qui alimentent l'attachement. Je te le dis sans détour. Identifier les habitudes qui nourrissent ton attachement est un exercice inconfortable, presque humiliant. Il y a une partie de toi qui sait déjà lesquelles elles sont, mais tu les maintiens quand même, comme si elles te donnaient une forme de contrôle ou de réconfort bon marché. Tu es surpris de répéter de petites routines qui te lient. Consulter son profil, relire de vieux messages, construire des excuses pour chercher un contact indirect, recréer mentalement des conversations qui ne vont jamais se produire. Il ne s'agit pas seulement d'actions externes. Bien plus corrosifs sont les automatismes internes, ces dialogues silencieux où tu justifies ta dépendance et te convaincs que tu as besoin de ce lien pour te sentir complet. Ici, l'autotromperie devient sophistiquée. Tu te dis que tu veux juste savoir s'il va bien, que ce n'est pas si grave, que c'est ainsi que fonctionne le deuil, et sans t'en rendre compte, chaque micro-décision renforce l'ancienne toile d'attachement. L'habitude est un investissement émotionnel. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu donnes plus de force au conditionnement et tu laisses ton bien-être dépendre de facteurs que tu ne contrôles pas. Si tu le décomposes de l'intérieur, l'attachement est un circuit répétitif. Stimulus, réponse, soulagement temporaire, culpabilité ou vide. Et on recommence. Le problème n'est pas de ressentir de la nostalgie ou de la tristesse, mais ce que tu fais avec cette émotion lorsqu'elle apparaît.
L'esprit recherche la gratification immédiate de revenir à ce qui est connu, même si cela implique de sacrifier ton autonomie et ta dignité émotionnelle. Le véritable défi est de reconnaître combien de tes habitudes quotidiennes sont conçues pour éviter la douleur de l'absence, et combien ne sont que des habitudes apprises qui ne te servent plus. La sincérité brutale commence lorsque tu acceptes qu'il y a des gestes, des routines et même des mots que tu répètes par inertie, non par besoin réel. À ce stade, ta tâche est de t'auditer, observer chaque réaction automatique et te demander si elle te rapproche de la liberté ou t'enferme davantage. Beaucoup d'habitudes d'attachement ne sont pas évidentes. Certaines prennent la forme de rituels apparemment innocents. Écouter la même chanson, passer par les mêmes endroits, garder des objets qui n'ont de sens que pour l'autre personne. Mais le plus insidieux se trouve sur le plan mental. Planifier des scénarios hypothétiques, maintenir vivantes des conversations internes, imaginer des retrouvailles ou des fins alternatives. Chacune de ces habitudes, si petite soit-elle, est une brique de plus dans la structure de l'attachement. Il est inconfortable de l'admettre, car cela implique de démonter non seulement des souvenirs, mais aussi des mécanismes de survie psychique. Mais si tu ne les identifies pas, tu resteras condamné à répéter le même cycle en espérant des résultats différents. Phrase emblématique, tu ne peux pas guérir tant que tu répètes les mêmes fuites d'énergie. Du point de vue stoïque, l'habitude est un entraînement du caractère. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir l'attachement, lorsque tu décides de ne pas chercher d'informations, de ne pas tomber dans de vieux schémas, de ne pas recréer le passé, tu renforces ton muscle interne de contrôle de soi. Il ne s'agit pas de froideur, mais de discipline stratégique. Il s'agit de créer de nouvelles voies d'action qui remplacent les anciennes compulsions. Si tu reconnais que tes habitudes sont la matière première de ta souffrance, tu as entre tes mains le pouvoir de les redessiner. Fais-le avec rigueur. Observe l'impulsion, nomme-la, interromps le cycle et dirige ton attention vers autre chose, même si au début cela semble artificiel. La clé est dans la constance. Chaque petit changement est une victoire contre la dépendance. Phrase emblématique, tes habitudes décident si tu avances ou si tu t'enchaînes. Ce qui est inconfortable, c'est que personne d'autre ne le fera pour toi. Le stoïcisme ne promet pas une sortie facile, mais une sortie réelle. Identifie et démonte tes habitudes d'attachement si tu aspires vraiment à la liberté. 4. Récupère ton espace mental et émotionnel. Pense à ton esprit comme une maison envahie, chaque pièce saturée de cartons qui ne t'appartiennent pas, des objets étrangers empilés dans les coins, des meubles qui ne te représentent plus, occupant l'espace où tu pouvais autrefois te déplacer librement. Tout est imprégné de traces, de marques, qui ne s'en vont pas même en ouvrant la fenêtre. C'est ainsi que se présente ton espace mental et émotionnel, lorsque tu laisses le souvenir de quelqu'un d'autre l'occuper entièrement, érodant peu à peu ton sentiment d'appartenance à toi-même. Tu marches parmi des pensées empruntées, tu trébuches sur des émotions non résolues et, sans t'en rendre compte, tu finis par vivre dans une sorte de dépôt où tes propres désirs et projets sont acculés par le poids de ce qui n'est plus là. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des gestes automatiques. Tu te surprends à revisiter des lieux que vous partagiez, à toucher, sans le vouloir, la même chanson, à répéter des mots ou des expressions qui t'ont marqué un jour. Chacun de ces actes est une façon de céder un territoire intérieur, de permettre à la figure de cette personne de continuer à dicter le scénario de tes jours. Le détachement réel commence au moment où tu réalises que ton espace intérieur n'est pas un musée de souvenirs, ni un hôtel pour maintenir vivante une histoire qui est déjà terminée. C'est un terrain en constante construction, et maintenant il te revient de nettoyer, de jeter ce qui ne sert plus, et de te réapproprier chaque recoin. Le premier pas, inconfortable mais indispensable, est d'observer attentivement combien d'attention volontaire tu continues à offrir à ce que tu as perdu. Quand tu remarques que ton esprit revient encore et encore à la même scène, que ton dialogue intérieur tourne autour de questions qui ne mènent nulle part, là tu as la preuve que tu n'as pas encore récupéré ton espace mental. Le stoïcisme te demande du rigueur.
Chaque pensée est un investissement, et si tu continues à investir dans ce qui te draine, tu te retrouves sans ressources pour créer quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de forcer l'oubli, mais de décider, acte après acte, à quoi tu donnes la priorité dans ta conscience. Ligne iconique. Ton attention est ton bien le plus précieux. Ne la donne pas à la nostalgie. Il existe une discipline spécifique pour récupérer l'espace émotionnel. Cela signifie cesser de justifier des impulsions réactives, arrêter de chercher des raisons pour maintenir vivante la connexion et commencer à rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de bloquer les sentiments, mais de leur assigner une place. Ce qui a été a déjà rempli sa fonction. Chaque fois que tu interromps le cycle de revivre la même chose, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu ouvres une porte à la possibilité de quelque chose de différent. Cela se remarque concrètement. Tu cesses de chercher des signes dans le quotidien. Tu arrêtes de recréer des conversations imaginaires. Tu ne nourris plus le drame intérieur. À la place, tu commences à te reconnecter avec des activités, des personnes et des projets qui te sont propres, même si au début, ils te semblent étrangers ou peu satisfaisants. Le détachement est inconfortable car il t'oblige à rester seul avec ce que tu es, sans le refuge de ce que tu as rêvé avec l'autre. Récupérer ton espace mental et émotionnel est un acte de respect de soi. C'est réorganiser les priorités, nettoyer les recoins de ta maison intérieure et reprendre le centre après avoir cédé la place à quelqu'un d'autre pendant longtemps. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque micro-décision compte. Éteindre le pilote automatique, détecter l'impulsion et choisir consciemment où tu veux investir ton énergie. Ligne iconique, récupérer ton espace, c'est récupérer ton pouvoir. La liberté n'est pas l'absence de souvenirs, c'est la pleine présence de toi-même dans ta propre vie. En fin de compte, le détachement n'est pas un vide, mais un espace récupéré pour grandir et recommencer à choisir. 5. Maîtrisez votre réaction face aux souvenirs et aux émotions. Vous ne devez pas de loyauté à vos émotions, vous devez de la discipline à votre réaction. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez continuer à justifier chaque secousse intérieure comme si c'était un ordre sacré, mais le prix est élevé. Chaque fois que vous vous laissez entraîner par un souvenir, vous réaffirmez que vous êtes esclave de ce que vous ressentez, pas le maître. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, ni de faire semblant que cela ne fait pas mal. Il s'agit de cesser d'utiliser chaque vague de mélancolie comme excuse pour rester attaché. Vous voulez avancer, mais vous vous permettez le luxe de réagir comme toujours, de vous recroqueviller devant chaque déclencheur, de céder le contrôle à un message, à une odeur, à une chanson. La vérité inconfortable est que tant que vous continuez à réagir de manière automatique, vous restez enchaîné par votre propre permission. Personne ne vous oblige à revenir mentalement au même endroit, sauf votre tolérance à la faiblesse. Ce que vous ne maîtrisez pas dans votre réaction, cela va vous dominer. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ce qui compte, ce n'est pas le premier élan, mais ce que vous faites juste après. L'émotion n'est pas le problème. Le problème est de nourrir la réaction sans filtre, sans pause, sans aucun questionnement. Allez-vous vraiment laisser un souvenir dicter l'humeur de votre journée? Chaque fois que vous permettez à une émotion de vous entraînez votre esprit à la soumission, pas à la liberté. Le muscle de l'autonomie ne se construit pas en fuyant la douleur, ni en niant ce que vous ressentez, mais en choisissant de répondre avec clarté, sans drame, ni excuse. La réaction est l'espace où se joue votre pouvoir. C'est là que vous décidez si vous vous racontez les mêmes histoires que d'habitude ou si vous introduisez une interruption, même si elle est inconfortable, même si elle semble insuffisante au début. Vous n'êtes pas une feuille au vent. Vous êtes la personne qui décide si elle laisse l'émotion conduire ou si elle prend le volant. Soyez brutalement honnête. Souvent, vous utilisez la réactivité comme prétexte pour ne pas faire le vrai travail. Il est plus facile de dire « je ne peux pas m'en empêcher » que d'admettre que vous ne voulez pas lâcher le petit plaisir amer de vous vautrer dans ce que vous connaissez. Mais chaque réponse automatique est une micro-trahison à votre propre dignité.
Si chaque fois que la nostalgie apparaît, vous courez chercher du réconfort dans le passé, vous ne faites que confirmer que votre bien-être dépend de facteurs que vous ne contrôlez pas. Là se trouve la fracture. Le détachement ne se construit pas seulement avec de belles phrases, mais avec la discipline d'interrompre le cycle chaque fois que l'émotion frappe. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'observer avec froideur, de nommer l'élan et de décider si vous allez agir depuis la blessure ou depuis la clarté. Le processus est simple, mais ce n'est pas confortable. Lorsque l'émotion monte, faites une courte pause, nommez-la, reconnaissez l'élan et ne faites rien pendant quelques secondes. C'est la fissure où vous insérez la liberté. Vous choisissez de ne pas répéter ce que votre désir automatique exige. Vous changez le focus, vous dirigez l'attention vers autre chose, même si l'inconfort vous crie de l'intérieur. Chaque fois que vous tenez sans réagir de la même manière, vous gagnez un pouce de terrain sur l'attachement. La plupart ne le fait pas parce qu'elle confond authenticité avec obéissance aveugle aux sentiments. Mais le caractère ne se mesure pas à ce que vous ressentez, mais à ce que vous choisissez de faire malgré ce que vous ressentez. Ligne emblématique. Votre réaction est votre frontière. C'est là que se sépare celui qui reste prisonnier de celui qui commence à être libre. Ne cherchez pas de réconfort dans l'autocompassion, ni ne vous vendez le mensonge que c'est comme ça que vous êtes. C'est ainsi que vous vous êtes entraîné à être, mais vous pouvez vous réentraîner. Le véritable respect de soi commence lorsque vous cessez de donner votre énergie à chaque vague émotionnelle et commencez à construire une nouvelle réponse, encore et encore, jusqu'à ce que la réaction automatique cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Ce n'est pas héroïque, c'est nécessaire. Ligne emblématique, vous n'êtes pas vos impulsions, vous êtes ce que vous en faites. Si vous aspirez à la liberté, cessez de céder le contrôle chaque fois que le passé frappe à la porte et apprenez à maintenir le contrôle quand c'est le plus difficile. C'est là que commence le véritable détachement et il n'y a pas d'autre chemin. 6. Redéfinis ton identité sans dépendance externe. Ta plus grande prison est le besoin de validation externe. Tant que tu continues à te définir à travers le regard des autres, tu n'es pas maître de toi-même. Peu importe combien de techniques de détachement tu essaies, si ton sens de l'identité dépend de la présence ou de la reconnaissance d'une autre personne, tu seras toujours à la dérive. Le véritable défi est d'accepter qu'après une relation, ce qui te fait le plus peur n'est pas de perdre l'autre, mais de te retrouver sans un reflet où te voir. C'est inconfortable à admettre, mais ce qui fait le plus mal, c'est le vide qui reste quand tu n'as plus personne à qui montrer tes réussites, tes échecs, ton quotidien. Tu as confondu compagnie avec identité, et c'est ce mécanisme qui te maintient piégé. L'attachement se déguise souvent en amour, en loyauté ou en nostalgie, mais derrière ces noms se cache une dépendance psychologique, l'habitude d'utiliser l'autre comme béquille pour te sentir suffisant, intéressant ou précieux. Tu t'habitues à consulter chaque décision, à chercher l'approbation dans des détails minimes, à définir tes préférences par l'écho qu'elles génèrent chez quelqu'un d'autre. Quand cette personne s'en va, ce qui s'effondre n'est pas seulement la routine, mais la structure interne que tu as construite sur les opinions d'autrui. Le conflit est brutal, tu veux te sentir libre, mais tu t'es entraîné à avoir besoin d'une référence externe qui te confirme ta valeur. Ligne iconique, tu n'es pas le résultat de celui qui te regarde, tu es la conséquence de tes propres choix. Le piège mental le plus dangereux est de croire que si tu réussis à faire revenir l'autre ou à te faire accepter, tu vas retrouver ton sens de l'identité. Mais la réalité est autre. Aucune reconnaissance externe ne comble la fracture de celui qui ne se reconnaît pas. Le détachement profond exige que tu te confrontes à ce manque, que tu l'observes sans anesthésie et que tu cesses de déléguer ta définition personnelle. C'est ici que le travail devient inconfortable et solitaire. Tu dois commencer à te voir sans les filtres que la relation t'imposait, sans te réfugier dans des comparaisons ni des anciennes étiquettes. La question centrale n'est pas qui tu étais pour cette personne, mais qui tu es quand personne ne t'observe ni ne te valide.
Le détachement est avant tout une reconstruction depuis le noyau. Redéfinir ton identité implique de démonter chaque croyance que tu as associée au « nous » et de te réapproprier le « je ». Il ne suffit pas de supprimer des photos ni de bloquer des contacts. Tu dois identifier les schémas de pensée qui te font sentir moins quand tu es seul. Chaque fois que ton esprit cherche une excuse pour revenir au passé, interroge-toi. Fuis-tu le vide ou es-tu prêt à le remplir avec quelque chose de propre? Le stoïcisme le dit clairement. Le contrôle commence quand tu décides de cesser de dépendre de ce qui n'est pas entre tes mains. Et ton identité ne devrait jamais être entre les mains de quiconque d'autre que les tiennes. Tu peux commencer par le concret. Fais un inventaire brutalement honnête de qui tu es en dehors de tout lien. Ne nomme pas d'attributs empruntés ni de compétences construites uniquement pour plaire. Demande-toi ce qui te définit quand personne ne t'applaudit ni ne t'observe. Oui, au début, cela ressemble à marcher sans carte, mais là se trouve l'opportunité. Chaque pas que tu fais sans demander la permission est une nouvelle brique dans la base de ton autonomie. Ligne iconique. Ta valeur ne dépend pas de la compagnie, mais de la cohérence interne. Le plus grand acte de respect de soi est de te reconstruire de l'intérieur, même si cela fait mal, même si la solitude pèse comme une dette en retard. Personne ne peut te donner le sentiment de complétude qui ne naît que de l'engagement envers toi-même. Si tu aspires vraiment à la liberté, tu dois lâcher l'habitude de mesurer ton identité par les yeux des autres. Le détachement final se consolide lorsque tu choisis d'être le protagoniste de ton histoire, pas le personnage secondaire de la vie de quelqu'un d'autre. La tâche est rude, mais nécessaire. Cesse de chercher ton reflet chez les autres et commence à te regarder avec l'honnêteté radicale de celui qui n'a plus rien à prouver. Personne ne peut te voler ce que tu construis de l'intérieur. 7. Établis des limites claires dans tous les domaines. Tu vas au travail et tu croises cette personne dans l'ascenseur, à peine un salut rapide. Mais à l'intérieur, ta tête commence déjà à faire le tour. Si tu dois répondre ou non aux messages, si tu dois regarder ou non ces histoires, si tu dois accepter cette invitation qui arrive par rebond. Ce sont de petits détails, presque automatiques. Mais chacun de ces gestes définit l'espace que tu permets à cette personne de continuer à occuper dans ta vie. Voilà comment cela fonctionne dans la pratique. Les limites ne s'annoncent pas, elles se construisent avec chaque décision quotidienne. Si tu ne les marques pas clairement, l'autre personne et ce qu'elle représente envahit ton temps, tes pensées, ton énergie. Sans t'en rendre compte, le détachement devient impossible parce que le circuit reste ouvert de 1000 manières minimales et chaque interaction ambiguë ne fait que renforcer l'ancien schéma. Le manque de limites est l'un des mécanismes les plus invisibles et corrosifs de l'attachement émotionnel. Lorsque tu ne décides pas jusqu'où tu permets le contact, le souvenir, l'influence ou l'attente, tu délègues ton pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de bloquer un numéro ou de cesser de fréquenter certains lieux, même si cela aide, c'est beaucoup plus profond. C'est établir un périmètre interne où tu définis avec rigueur ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, même dans ton dialogue mental. La limite est la frontière entre ce qui te construit et ce qui te fatigue. Si tu laisses l'ambiguïté gouverner, tout geste aimable, tout message sans intention claire, toute excuse pour maintenir le lien, devient une fente par laquelle le passé revient s'infiltrer. La limite n'est ni punition ni vengeance, c'est une protection stratégique de ta paix. Beaucoup tombent dans le piège de penser que mettre des limites est un signe de froideur, comme si c'était un acte de rejet absolu. La réalité est autre, les limites sont la base de tout respect de soi. Décider de ne pas répondre, de ne pas t'exposer à certaines situations, de ne pas permettre certains sujets dans les conversations, ce n'est pas fuir, ni nier l'émotion, c'est te prioriser. Le stoïcisme enseigne que le contrôle commence par ce que tu choisis de laisser passer. Si tu n'établis pas un cadre clair dans la relation, l'environnement le fera pour toi, et presque jamais en ta faveur. La limite est le filtre qui sépare ce qui ajoute de ce qui retire, ce qui t'aide à guérir de ce qui te tire vers le cycle précédent. Phrase emblématique. Sans limite, tout recommence.
Le processus est inconfortable car il implique d'assumer que tu es responsable d'ouvrir ou de fermer la porte. Il n'existe pas de limite idéale qui fonctionne de la même manière pour tous. Tu dois auditer tes propres déclencheurs. Quels gestes, mots ou situations te font reculer? Quels accès dois-tu couper, même si cela fait mal ou met mal à l'aise? Ici, la stratégie compte plus que la volonté. Il est préférable de sembler distant pendant un temps que de rester prisonnier d'un lien invisible. Chaque petite décision compte, depuis cesser de consulter des profils jusqu'à demander explicitement qu'on ne te contacte pas pendant un temps. Chaque limite claire est un acte de dignité interne. Phrase emblématique. Le respect de soi commence là où la permissivité s'arrête. Il y a une différence radicale entre construire un mur et marquer un territoire. Le détachement mature n'est pas de s'isoler du monde, ni de diaboliser l'autre personne, mais de décider avec conscience et discipline quel espace tu lui assignes dans ta vie. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de prendre en charge tes réactions et ton environnement. Sans limite, tout progrès est temporaire. Avec des limites, la paix devient durable. Le vrai travail consiste à les maintenir quand c'est le plus difficile, quand la tentation de revenir est plus forte que l'inconfort de garder ses distances. Au final, les limites ne sont pas seulement là pour te protéger de l'autre, mais pour te rappeler que tu ne veux plus vivre selon de vieux scénarios. 8. Choisis le respect de soi comme chemin quotidien. Aujourd'hui, je l'admets sans filtre. Parfois, je me lève, je me regarde dans le miroir, et la première chose que je remarque est une sorte de fatigue intérieure. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de toute l'énergie que j'ai dépensée, sans m'en rendre compte, à essayer de ne pas me perdre dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je me surprends à repasser des gestes, à revoir des mots qui n'ont plus de destinataire, ressentant ce tiraillement inconfortable de vouloir me justifier face à une absence. Il y a des jours où même le café a un goût différent parce que l'esprit s'acharne à associer cette saveur à un autre rituel partagé. Et c'est là que je me rends compte, avec un mélange de honte et de clarté, j'ai laissé mon respect de soi devenir une monnaie d'échange pour acheter des miettes de validation. Le conflit est brutal, car il se ressent dans la peau, dans la façon dont tu changes ta posture quand tu sais que tu pourrais croiser cette personne, dans la manière dont tu serres les mâchoires pour ne pas laisser sortir ce que tu voudrais vraiment dire. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la réalité de chaque geste qui révèle combien tu te valorises ou combien tu te vends pour ne pas vouloir déranger. La scène se répète dans les détails les plus minimes. Tu réponds aux messages rapidement, tu ajustes ton ton pour ne pas sembler trop distant ni trop désespéré, tu choisis tes vêtements en pensant à l'opinion qu'ils pourraient susciter. Chaque micro-décision est un rappel que le respect de soi n'est pas un grand discours, mais une somme d'actions inconfortables que personne ne voit. C'est attendre les transports en commun et ressentir l'envie de vérifier ton téléphone juste pour voir s'il y a un message, même si tu sais que tu ne devrais pas. C'est rester silencieux dans une conversation pour éviter les conflits, avalant tes propres opinions pour ne pas perdre le peu d'espace que tu crois avoir dans la vie de quelqu'un. C'est l'usure silencieuse. L'accumulation de petits renoncements qui, ensemble, finissent par éroder la dignité intérieure. Personne ne t'oblige à céder du terrain, mais tu le fais quand même, convaincu qu'ainsi tu souffres moins, même si en réalité tu ne fais que retarder le moment d'affronter le vide. Le respect de soi n'est pas quelque chose qui se décrète à haute voix, il se construit chaque fois que tu choisis d'agir en cohérence avec ce que tu sais que tu mérites, même si cela signifie supporter la solitude ou le silence inconfortable. Il ne s'agit pas de s'imposer aux autres, ni de devenir rigide, mais de cesser de te trahir dans les petites choses. C'est répondre quand tu veux vraiment, pas par peur de perdre le lien. C'est maintenir tes limites même si ta voix tremble. C'est te permettre de ressentir la douleur sans l'utiliser comme excuse pour te rabaisser. La discipline du respect de soi est la plus rude, car personne ne se soucie de savoir si tu la respectes ou non. Seul toi paie le prix de l'ignorer. Ligne emblématique. La dignité se mesure dans les détails quotidiens, pas dans les discours. Il y a une image
qui ne me lâche pas, le poids de chaque décision que tu prends pour plaire, pour éviter le conflit, pour retenir ce qui n'est déjà plus là. L'accumulation se ressent comme un fardeau invisible qui te fait marcher plus lentement, te prive d'air, te vole ta spontanéité. Rompre avec ce schéma implique d'accepter l'inconfort de ne pas être compris, de ne pas plaire tout le temps, de ne pas recevoir le message attendu. Et c'est là que commence le véritable détachement. Non pas quand tu parviens à oublier, mais quand tu choisis de te respecter, même si cela te laisse seul sur le quai. Le respect de soi est un muscle qui se renforce avec chaque geste inconfortable, avec chaque non qui te fait plus mal à toi qu'à l'autre, avec chaque fois que tu choisis ta clarté plutôt que l'acceptation des autres. La pratique stoïque le résume sans fioriture. Tu n'as de contrôle que sur tes propres actions, et chaque fois que tu cèdes à la pression de plaire, tu délègues ce contrôle. Il n'existe pas de paix intérieure pour celui qui se trahit dans le quotidien. Ligne emblématique. Personne ne va te donner le respect que tu ne te donnes pas toi-même. La liberté que tu cherches se construit dans le silence de tes décisions privées, dans l'honnêteté brutale d'agir selon tes principes, même si personne n'applaudit. Choisir le respect de soi est inconfortable, mais c'est le seul chemin qui ne t'abandonne pas quand le reste s'en va. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.